nous avons construit des télescopes pour regarder à des milliards d'années-lumière afin de trouver les secrets de l'univers. Mais le plus grand secret ne se trouvait pas dans les étoiles. Ce secret était caché dans une puce plus petite que votre ongle, dans un laboratoire 100 fois plus froid que le vide spatial. Cette puce a prouvé que deux particules, distantes de 1200 km, n'avaient en fait jamais été séparées. Elle a accompli en 200 secondes une tâche qui aurait pris 10 000 ans, car elle n'a pas fait ce travail ici. Ce travail a été fait dans un lieu qui possède plus de possibilités que notre propre univers. Mais ceci n'est pas seulement l'histoire d'un ordinateur plus rapide, c'est l'histoire d'une couche cachée de la réalité, que nos sens n'ont jamais été conçus pour voir. Si vous soupçonnez que la distance pourrait être une illusion, alors rejoignez ce voyage et abonnez-vous, car ce que vous allez voir prouvera que vos yeux vous ont menti toute votre vie. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que la pensée d'une machine se produisait à l'intérieur de ses composants, dans les câbles, les puces de silicium, à l'intérieur des limites physiques du processeur. Il y avait toujours un endroit que l'on pouvait pointer du doigt. Mais, en octobre 2019, dans un laboratoire silencieux de Californie, une petite machine a terminé un calcul et tout a changé, car cette machine a accompli en seulement 200 secondes une tâche que même les supercalculateurs les plus puissants n'auraient pu terminer en 10 000 ans. Et nous savons maintenant que la vraie révolution n'était pas sa vitesse. La vraie révolution, c'est que le mot « intérieur » a perdu son sens pour toujours. Car ce n'était pas une machine ordinaire, construite par l'équipe de matériel quantique de Google. Sycamore ne portait que 53 qubits. Sa tâche portait un nom qui semblait ennuyeux. L'échantillonnage de circuits aléatoires. Mais ces résultats étaient tout sauf ennuyeux. Ce résultat de 200 secondes aurait pris 10 000 ans au supercalculateur le plus puissant jamais construit jusqu'alors. Ce mythe. Bien sûr, l'entreprise concurrente, IBM, a immédiatement contesté. Leurs propres ingénieurs ont affirmé qu'avec une approche intelligente, ce temps pourrait être réduit à 2,5 jours. Pourtant, même ce débat n'a pas pu cacher la vérité essentielle. Il y avait un gouffre gigantesque entre la machine quantique et la machine classique. Ils ont débattu de la taille du gouffre, mais personne n'a nié que le gouffre était là. C'était la première preuve dans l'histoire qu'une machine avait fait quelque chose que la matière ordinaire, obéissant aux règles ordinaires, ne pourrait pratiquement jamais faire. Mais le plus étrange n'était pas sa vitesse, c'était la machine elle-même. Quand on la regardait, on ne voyait pas un serveur. Elle ressemblait à un lustre plaqué or, conçu par quelqu'un ayant pris un mauvais tournant dans un rêve fiévreux. Et cette image nous donne le premier grand indice de l'histoire. Car ce lustre doré était en fait l'un des réfrigérateurs les plus sophistiqués du monde. Un réfrigérateur à dilution. Et son seul but était de maintenir cette petite puce tout en bas, plus froide que presque n'importe quel autre endroit de l'univers. La puce fonctionne à environ 20 millikelvins. Cela signifie une température de seulement 20 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius. Pour visualiser ce froid dans votre esprit, vous avez besoin d'une comparaison. La voici. L'univers lui-même a une légère chaleur résiduelle du Big Bang. Ce fond diffus cosmologique est à une température d'environ 2,7 Kelvin. Cette puce fonctionne dans un environnement
plus de 100 fois plus froid que la température moyenne du vide profond entre les galaxies. L'un des endroits les plus froids connus de l'humanité dans l'univers n'est pas la face sombre d'une étoile. Cet endroit est dans un laboratoire en Californie. Et nous l'avons fait exprès. Alors, pourquoi ? Pourquoi se donner tant de mal ? Car le calcul que fait cette machine est presque inconcevablement fragile face au monde ordinaire. Un seul photon de chaleur s'infiltrant dans la pièce, la vibration d'un camion passant sur la route, ou même le faible signal d'un téléphone portable, pourrait tout ruiner. Donc, cet or et ce vide sont là pour protéger la machine du monde. La machine, pour fonctionner, doit se cacher du monde. Alors, qu'est-ce qui est protégé avec tant de soin ? C'est cette question qui ouvre toutes les serrures de l'histoire, car la réponse est cachée dans une arithmétique qui défie les limites de l'esprit. Dans un ordinateur ordinaire, chaque bit est soit 0, soit 1. 2 bits créent 4 combinaisons différentes. 3 bits, 8. Chaque nouveau bit double les possibilités. Mais un ordinateur quantique est différent. Un seul qubit est un mélange à la fois de 0 et de 1. 2 qubits traitent simultanément les 4 possibilités. 53 qubits sont intriqués simultanément, avec plus d'1 billiard de possibilités. Le système n'essaie pas ces possibilités une par une. Il est intriqué avec toutes en même temps. Et la réponse naît de la manière dont toutes ces possibilités interagissent les unes avec les autres. Augmentons un peu le nombre. 300 qubits. Quand vous multipliez 2 par lui-même 300 fois, vous obtenez un nombre avec 90 zéros. Trouvons quelque chose pour comparer ce nombre. Le nombre total d'atomes dans l'univers observable, tous les atomes de chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz, est estimé à environ 10 exposant 80. C'est un nombre avec 80 zéros. Le nombre d'états avec lesquels un processeur de 300 qubits est intriqué n'est pas seulement plus grand que le nombre total d'atomes dans l'univers. Il est 10 milliards de fois plus grand. Une machine de la taille d'un ongle contient plus de possibilités que le nombre d'atomes dans tout ce qui existe. C'est pourquoi cette information, ce calcul, ne peut pas être physiquement à l'intérieur de cette puce, car il n'y a pas assez d'atomes dans l'univers pour stocker autant d'informations. L'univers s'épuise, avant que les états ne s'épuisent. Nous avons donc 3 faits devant nous. Une machine qui fonctionne à une vitesse que la physique ordinaire ne peut expliquer. Une structure qui doit se cacher du monde dans un environnement plus froid, même que l'univers lui-même. Et un système qui réalise son travail dans un espace mathématique que l'univers entier ne pourrait contenir. Ceci n'est plus l'histoire de la fabrication d'un ordinateur plus rapide. C'est l'histoire de notre premier regard sous la surface de la réalité. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car lorsque ces faits sont réunis, ils soulèvent une question beaucoup plus profonde et troublante. Alors, à l'intérieur de ce petit qubit qui rend tout cet impossible possible, quelle règle de la matière est tordue au point que même l'univers lui-même n'est pas assez grand pour la contenir? Car la règle qui est tordue à l'intérieur de ce petit qubit dynamite une hypothèse fondamentale de notre monde quotidien. L'hypothèse qu'une chose ne peut être qu'à un seul endroit, dans un seul état, à un moment donné. Cette impossibilité naît de 3 comportements étranges de la matière à son niveau le plus fondamental. Et quand vous comprendrez ces comportements, vous commencerez à comprendre pourquoi un ordinateur peut être plus grand que l'univers. Le premier comportement est appelé superposition. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Il est souvent simplifié en
un qubit est à la fois 0 et 1 en même temps. C'est techniquement correct, mais c'est une description trompeusement incomplète. Car un qubit n'est pas comme une pièce de monnaie qui tourne en l'air et dont on ne sait pas ce qu'elle est. C'est un véritable mélange des deux possibilités, comme deux couleurs sur une palette de peintre qui se mélangent pour créer une teinte entièrement nouvelle. Ce mélange est défini par ce que les physiciens appellent une amplitude de probabilité. Et cette amplitude ne porte pas seulement l'information de la probabilité de chaque résultat, mais aussi une information secrète appelée phase, qui détermine comment les différentes possibilités s'influenceront mutuellement lorsqu'elles se rencontreront. C'est pourquoi cette machine doit être cachée de l'univers. La superposition est si délicate qu'un simple contact d'un photon de chaleur ordinaire peut briser ce mélange de couleurs délicats et le réduire à une seule couleur ennuyeuse. Et à ce moment-là, le calcul meurt. Mais ce n'est que le début. Un seul qubit est étrange. Mais quand vous en liez deux ensemble, l'étrangeté cède la place à quelque chose d'inconcevable. Ce deuxième comportement est appelé intrication. C'est ce fameux phénomène qu'Albert Einstein a refusé d'accepter jusqu'à la fin de sa vie, qu'il a appelé action fantomatique à distance. Lorsque vous préparez deux particules d'une manière spéciale et que vous les liez l'une à l'autre, puis que vous les éloignez l'une de l'autre, peu importe la distance, un lien invisible subsiste entre elles. Au moment où vous mesurez l'état de l'une, l'état de l'autre est instantanément fixé, même s'il y a des kilomètres, voire des années-lumière entre elles. Cela ne signifie pas qu'un signal va plus vite que la lumière, car ce n'est pas un signal. Il n'y a pas de messager. Il n'y a rien qui va et vient dans l'espace intermédiaire. C'est plus étrange. Les deux particules, quelle que soit la distance qui les sépare, continuent de se comporter comme un seul et même objet. C'est comme si, lorsque vous lancez l'un des deux dés que vous tenez dans votre main, l'autre dé, à des milliers de kilomètres de là, donnait toujours le résultat exactement opposé, mais sans aucune explication sur la façon dont les dés y parviennent. C'est cette intrication qui est le moteur de l'ordinateur quantique, car lorsque vous intriquez 53 qubits ensemble, vous n'avez plus 53 objets distincts. Vous avez un seul et gigantesque objet quantique qui contient simultanément plus d'1 billiard de possibilités. C'est de là que vient ce nombre astronomique de possibilités. L'information ne réside pas dans les qubits individuels, Kobianich, mais dans ce lien fantomatique entre eux. Cette idée peut sembler philosophique, voire de la science-fiction. Elle l'est restée pendant près de 30 ans. Einstein soutenait que les particules portaient des instructions secrètes depuis le début, que nous ne pouvions simplement pas lire. Puis, en 1964, un physicien irlandais du nom de John Stuart Bell, a transformé ce débat philosophique en un nombre concret, testable en laboratoire. Bell a montré que si les instructions secrètes d'Einstein étaient correctes, les mesures entre deux particules intriquées ne pourraient pas dépasser une certaine limite mathématique. Mais la mécanique quantique prédisait que cette limite serait dépassée. Il fallait que quelqu'un fasse l'expérience, et ils l'ont fait. Au fil des ans, ils l'ont fait à chaque fois avec plus de soin. Dans les années 1980, Alain Aspect à Paris, puis en 2015 à l'Université de Delft aux Pays-Bas. Des expériences qui ont comblé les dernières lacunes ont révélé le résultat sans équivoque.
La limite de Bell a été dépassée à chaque fois. En 2022, ces travaux ont remporté le prix Nobel de physique. Ce n'est plus un sujet de débat. C'est l'un des faits les mieux prouvés de l'univers. La réalité n'est pas locale. Les particules ne portent pas de notes secrètes. Ce lien fantomatique est réel. Superposition, intrication et non-localité. La réponse à la question de savoir pourquoi une machine ne peut pas tenir en elle-même est cachée dans ces trois concepts. Car la machine ne traite pas l'information dans l'espace tridimensionnel tel que nous le comprenons. Elle travaille dans un espace mathématique gigantesque créé par l'intrication, où les possibilités sont plus nombreuses que les atomes de l'univers. Et elle le fait selon un ensemble de règles où la distance n'a plus de sens. Nous ne parlons plus seulement de théorie, nous savons que ces concepts ont des conséquences concrètes, mesurables et choquantes. Mais ce que nous nous demandons maintenant, c'est jusqu'où ces règles inconcevables peuvent-elles aller dans le monde réel, en dehors de ces laboratoires? Jusqu'où une connexion peut-elle défier la distance? Et cette connexion, en dehors d'une puce d'ordinateur, que construit-elle réellement? Et pour prouver jusqu'où cette connexion, cette règle inconcevable pouvait aller. Quelqu'un a regardé le ciel, pas pour étudier une étoile, pour faire une expérience. Et cette expérience a fait voler en éclats nos hypothèses les plus fondamentales sur le tissu de la réalité. Nous quittons maintenant la théorie pour passer aux preuves. Et la première preuve commence à exactement 500 km au-dessus de la Terre. Cela n'aurait pas dû arriver. L'intrication aurait dû être un phénomène délicat, vivant entre les murs des laboratoires, dans des environnements protégés. Mais elle était là. En 2017, le satellite chinois Micius a produit des paires de photons intriqués et les a envoyés à 2 stations au sol différentes. Ces 2 stations étaient distantes de 1200 km. C'est une distance équivalente à la largeur de la France et de l'Allemagne côte à côte. Les photons devaient en survivre en traversant toutes les couches turbulentes de l'atmosphère, les nuages, l'air et le bruit. Et ils ont survécu. Mais ce n'était pas le vrai choc. L'intrication aussi a survécu. Les corrélations entre les mesures des 2 stations distantes ont dépassé la limite de Bell de 11 écarts-steep. En langage de physique, 11 écarts-steep signifie aucun doute possible. Ce lien est resté intact sur plus de 1000 km de ciel ouvert. Les lois de la physique ne le permettaient pas, car la distance intermédiaire aurait dû affaiblir, voire détruire la connexion. Mais elle ne l'a pas fait. C'était comme si ces 1200 km de vide n'avaient jamais existé. Cela a prouvé que la non-localité, ce que Einstein appelait fantomatique, n'était pas seulement une bizarrerie de laboratoire. C'était une caractéristique fondamentale de l'univers. Mais il ne s'agissait pas seulement de distance. Il y avait aussi la dimension du calcul. Et celle-ci semblait encore plus IMPOS cible, le processeur Sycamore de Google. Il n'avait que 53 qubits, plus petit que votre ongle, et on lui a donné une tâche qu'un ordinateur ordinaire ne pourrait jamais résoudre: prédire la sortie d'un circuit quantique aléatoire. Sycamore a terminé la tâche en 200 secondes. C'est le temps qu'il faut pour faire cuire un œuf. Le supercalculateur le plus rapide de l'époque aurait mis, selon les calculs Xi, 10 000 ans pour accomplir la même tâche. C'est plus long que toute l'histoire humaine enregistrée. De la première écriture au téléphone que vous tenez dans votre main. IBM a déclaré que ce nombre était exagéré,
qu'il pouvait le faire en 2,5 jours. Mais même cela n'a pas changé le résultat. Il y avait une vitesse qu'une machine ordinaire ne pourrait pratiquement jamais atteindre. Cela n'aurait pas dû arriver, car le nombre d'atomes dans une puce de 53 qubits ne pouvait pas stocker l'information nécessaire pour effectuer un calcul aussi gigantesque. Selon la théorie, l'espace de probabilité requis pour ce calcul était plus grand que l'univers entier. Et pourtant, il était là, mesuré, publié et vérifié. Et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, l'équipe de Google a annoncé une deuxième puce 5 ans plus tard, en décembre 2024. Elle s'appelait Willow et portait 105 qubits. Et Willow a réussi quelque chose d'encore plus difficile que la vitesse. Elle a brisé une règle fondamentale à laquelle chaque machine construite par l'humanité jusqu'à ce jour avait obéi. Cette règle est la suivante. La complexité signifie la fragilité. Votre voiture a plus de pièces que votre vélo et se brise de plus de manières. Un réseau électrique a plus de modes de défaillance qu'un seul générateur. Plus de pièces, plus de fragilité. C'est une tendance fondamentale de l'univers. Willow a brisé cette règle. À mesure que l'équipe augmentait le nombre de qubits utilisés pour protéger une seule unité d'information quantique. Le taux d'erreur ne restait pas constant. Il n'augmentait même pas. Il chutait. Plus ils ajoutaient de composants, plus il chutait rapidement. La machine devenait plus fiable en grandissant. Cela va à l'encontre de tous nos instincts d'ingénierie. Cela aurait dû être impossible qu'un système devienne plus stable à mesure que le nombre de ses composants augmente. C'est comme défier les principes fondamentaux de la thermodynamique. Mais, là encore, il était là, mesuré, publié et vérifié. Nous avons maintenant des preuves concrètes. Une connexion qui ignore 1200 km, un calcul plus grand que l'univers lui-même, et une machine impossible qui se renforce en grandissant. Ce n'est plus de la philosophie, ce sont des signaux que le monde nous envoie sur son fonctionnement. Et ils disent tous la même chose. La réalité n'est pas ce que nos yeux nous montrent. Mais ces preuves ne font qu'entrouvrir la porte d'un mystère encore plus profond. Alors, comment ces machines, qui ignorent des règles aussi fondamentales de l'univers, y parviennent-elles? Si la réponse n'est pas dans la matière, si elle n'est pas dans la distance, alors où est-elle? Et la réponse à cette question est peut-être la vérité la plus bouleversante de toute l'histoire. La réponse n'est pas un lieu, car lorsque ces machines fonctionnent, la question « où » perd son sens. Et cette absence de sens a été prouvée non pas par une seule découverte, mais par 3 découvertes successives. Chacune plus inconcevable que la précédente. La première découverte est venue de l'arithmétique elle-même. Chaque machine fait son travail à l'intérieur d'elle-même. C'est la règle la plus fondamentale de la physique. Mais l'ordinateur quantique a aussi brisé cette règle, car les mathématiques ne mentent pas. Le nombre d'états dans lesquels un système de 300 qubits est intriqué est 10 milliards de fois supérieur au nombre total d'atomes dans l'univers observable. Ce n'est pas une comparaison, c'est une impossibilité. Vous ne pouvez pas faire tenir physiquement cette information. Ce calcul, à l'intérieur de cette puce. Vous traitez plus d'informations qu'il n'y a d'atomes pour composer cette puce. C'est comme essayer de faire rentrer un livre dans une boîte plus petite que le nombre total de lettres utilisées pour écrire ce livre. Les physiciens ont donné un nom à l'espace mathématique où vivent ces probabilités, l'espace de Hilbert.
Et ce n'est pas une métaphore. L'espace de Hilbert est littéralement plus grand que l'espace physique tridimensionnel dans lequel nous vivons. Donc, le calcul ne se déroule pas dans cette pièce, dans cette puce, ni même dans notre univers. Car notre univers n'est pas assez grand pour le contenir. Mais si le calcul n'est pas dans notre univers, alors où est-il? Cette arithmétique impossible a tellement dérangé un physicien du nom de David Deutsch en 1985 qu'il a donné l'une des réponses les plus audacieuses et les plus troublantes de l'histoire. Deutsch n'a pas vu cette question comme une énigme. Il l'a vue comme une question de physique. Et sa logique était simple. Si le calcul se produit réellement et que ce calcul ne rentre pas dans notre univers, alors il doit se produire ailleurs. Et cet ailleurs que Deutsch a indiqué était l'interprétation des mondes multiples, avancée en 1957 par un étudiant diplômé du nom de Hugh Everett. Everett avait suggéré que lorsqu'une mesure quantique est effectuée, l'univers ne choisit pas un seul résultat, mais se divise en univers parallèles distincts pour chaque résultat possible. À l'époque, cette idée a été presque entièrement ignorée. Mais Deutsch a pris Everett au sérieux, et selon lui, un ordinateur quantique était en fait la combinaison de millions, de milliards, de trillions d'ordinateurs parallèles, fonctionnant côte à côte dans des univers parallèles. La charge colossale du calcul était répartie sur ces innombrables réalités. Nous ne voyions que le résultat dans notre propre branche. Mais le travail se faisait partout. Cela n'aurait pas dû être. C'était un rejet complet du bon sens et de notre perception d'une réalité unique. Mais, mathématiquement, c'était l'une des manières les plus honnêtes d'expliquer cette information qui ne tenait pas dans l'univers. Et si l'idée que ces machines fonctionnent dans d'autres univers vous dérange, préparez-vous, car il y a un problème plus proche et plus pratique. Nous ne pourrons peut-être jamais savoir si les réponses que ces machines donnent sont correctes. C'est un poignard planté dans le cœur du processus scientifique. En 2020, un groupe de chercheurs de Caltech a prouvé mathématiquement que les systèmes quantiques peuvent produire des réponses à des problèmes qu'un ordinateur ordinaire ne pourrait jamais vérifier. Qu'est-ce que cela signifie? À mesure que les ordinateurs quantiques grandiront, nous perdrons notre capacité à contrôler les résultats qu'ils produisent. La machine se transformera en une boîte noire, un oracle. Vous lui poserez une question, vous obtiendrez une réponse. Et il n'y aura aucun moyen de tester indépendamment si cette réponse est correcte. Car, s'il y en avait un, vous n'auriez pas eu besoin de l'ordinateur quantique en premier lieu. De la conception de médicaments au modèle financier, en passant par la découverte de matériaux entièrement nouveaux. Nous devrons lui faire confiance pour les problèmes les plus importants. Mais, nous ne pourrons pas superviser son travail. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Nous construisons une civilisation basée sur des outils que nous ne pouvons pas contrôler. Il n'y a pas assez de place dans l'univers pour un calcul. Une machine qui pourrait fonctionner dans d'autres réalités. Et des réponses dont nous ne pourrons jamais confirmer pleinement l'exactitude. Bien que ces trois découvertes semblent indépendantes, elles tirent en fait leur pouvoir du même centre. Le calcul se déroule dans un lieu auquel nous ne pouvons ni accéder, ni voir, ni contrôler. Toutes ces découvertes choquantes nous murmurent ce qui se passe et où cela pourrait se passer. Mais nous n'avons toujours pas répondu à la question la plus fondamentale. Alors, comment ces machines font-elles exactement ce travail inconcevable? Dans cette petite puce à l'intérieur de ce lustre doré, quel secret,
quel mécanisme de la matière ouvre ces portes? Alors, comment ces machines font-elles exactement ce travail inconcevable? Dans cette petite puce à l'intérieur de ce lustre doré. Quel secret, quel mécanisme de la matière ouvre ces portes? Il est temps de regarder de plus près les merveilles d'ingénierie et de physique qui se cachent derrière les résultats choquants que nous avons vus jusqu'à présent. Car la réponse ne réside pas seulement dans les règles étranges de la mécanique quantique, mais aussi dans les méthodes incroyablement astucieuses développées pour maîtriser ces règles. Nous allons maintenant ralentir un peu le rythme et passer sous le capot de cette machine impossible. Tout commence par une structure située au cœur de cette petite puce, appelée jonction Josephson. Le nom peut sembler technique, mais l'idée est en fait étonnamment simple. Imaginez deux matériaux supraconducteurs, c'est-à-dire deux métaux qui transportent l'électricité avec une résistance nulle lorsqu'ils sont suffisamment refroidis. Maintenant, placez entre ces deux une couche d'isolant très mince qui devrait arrêter complètement le courant. Dans le monde quotidien, cet espace est un mur infranchissable. Mais, dans le monde quantique, des paires d'électrons traversent ce mur, sans sauter par-dessus ni le contourner, mais en le traversant tout droit. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et cela n'a aucun équivalent dans notre monde. Lorsque vous amenez ces jonctions Josephson à cette température extrêmement basse et que vous les stimulez avec des impulsions micro-ondes soigneusement ajustées, elles commencent à se comporter comme des atomes artificiels. Elles ont des niveaux d'énergie distincts. Elles donnent des réponses contrôlées. Et surtout, elles peuvent être mises dans cet état délicat de superposition. C'est cet état d'être à la fois 0 et 1. Et cet état est incroyablement fragile. La température de 20 millikelvin à laquelle la puce fonctionne n'est que de 20 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Mais ce n'est que le début, car pour maintenir cet état fragile, il ne suffit pas de refroidir la machine. Vous devez l'isoler complètement du reste de l'univers. C'est là que ce réfrigérateur plaqué or entre en jeu. Cette structure refroidit par étapes. Le bouclier le plus externe est à environ 50 kelvins. L'étape suivante descend à 4 kelvins, puis 800 millikelvins, 100 millikelvins, et enfin, on atteint cette température de fonctionnement de 20 millikelvins. Toute cette structure est enveloppée de cuivre plaqué or pour réfléchir toutes sortes de chaleurs. Car le moindre murmure de chaleur détruirait instantanément cette superposition délicate tout en bas. C'est pourquoi ce mécanisme est si efficace. Ce n'est pas seulement un refroidisseur. C'est aussi une armure qui protège l'état quantique du bruit du monde extérieur. Mais créer et protéger un état quantique n'est que la moitié de la bataille. Car l'univers essaie constamment de perturber ces états ordonnés et délicats. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et cela a été vu pendant des années comme le plus grand obstacle aux ordinateurs quantiques. Dans un ordinateur ordinaire, lorsqu'il y a une erreur, Jacobs, vous pouvez copier les données et en faire une sauvegarde. Mais la mécanique quantique interdit de faire une copie parfaite d'un état quantique inconnu. C'est le théorème de non-clonage. Vous ne pouvez donc pas sauvegarder un qubit. Vous ne pouvez pas le regarder directement et vérifier, y a-t-il une erreur? Car au moment où vous regardez, la superposition s'effondre et l'information est détruite. Cela a semblé être un problème insoluble pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 1995,
Peter Shor montre que la correction d'erreurs quantiques était possible. Son idée était une ruse de génie. Vous ne pouvez pas copier une seule unité d'information logique, mais vous pouvez la distribuer sur plusieurs qubits physiques. C'est comme si, au lieu de dire un secret important à une seule personne, vous le distribuiez à plusieurs personnes en ne donnant à chacune qu'un fragment du secret. Personne ne connaît le secret en entier. Ensuite, vous effectuez une mesure très spéciale appelée mesure de stabilisateur. Cette mesure ne vous dit jamais quelle est l'information protégée. Passez dit à SAFPS. Elle vous dit s'il y a une erreur et où elle se trouve. Vous ne mesurez pas les qubits eux-mêmes, mais les relations entre eux. C'est comme prendre la température d'un patient sans lire dans ses pensées. Et comme cette mesure ne révèle que l'erreur, l'état quantique délicat, protégé, reste intact. L'erreur est détectée, corrigée, et le calcul continue. Ce mécanisme a transformé les ordinateurs quantiques d'un rêve impossible en un problème d'ingénierie. Mais pour que ce mécanisme de correction d'erreurs fonctionne, il y avait une condition. Et cette condition est restée une cible inaccessible pendant 30 ans. C'est le théorème du seuil. Le théorème dit que si le taux d'erreur de vos opérations physiques individuelles tombe en dessous d'une certaine valeur critique, par exemple 1%, alors ajouter plus de qubits physiques pour protéger un qubit logique réduira encore davantage le taux d'erreur global. Si vous êtes au-dessus du seuil, plus de qubits signifie simplement plus d'erreurs. Mais, si vous êtes en dessous du seuil, plus de qubits signifie plus de fiabilité. C'est comme un bateau qui prend l'eau. Si les trous sont trop grands, peu importe le nombre de seaux avec lesquels vous essayez d'écoper, le bateau coule. Mais si vous réduisez suffisamment les trous, c'est-à-dire si vous passez sous le seuil, alors chaque nouveau seau que vous ajoutez rend le bateau encore plus sûr. Pendant des années, personne n'a pu passer sous ce seuil, jusqu'à ce que la puce Willow y parvienne en décembre 2024. Willow a prouvé pour la première fois dans l'histoire que plus de qubits physiques signifiait un taux d'erreur logique plus faible. À mesure que l'équipe augmentait le nombre de qubits, le taux d'erreur diminuait exactement comme la théorie le prévoyait. Et il diminuait encore plus vite à mesure qu'il grandissait. Ce n'était pas seulement une réussite technique, c'était l'annonce que les ordinateurs quantiques grands et fiables n'étaient plus seulement une possibilité théorique, mais une réalité concrète, les qubits délicats créés avec des jonctions Josephson, les codes de correction d'erreurs quantiques qui protègent ces qubits, et le franchissement de ce seuil critique qui permet à tout ce système de fonctionner. Ces trois mécanismes constituent la base technique expliquant pourquoi les ordinateurs quantiques fonctionnent. Mais ils reposent tous sur un principe plus fondamental. Ils sont tous basés sur la détection et la correction des erreurs locales. Alors, si l'information elle-même n'est pas locale, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas en un seul endroit, comment ces corrections faites par des mains locales peuvent-elles protéger quelque chose qui n'a pas de lieu? C'est cette question qui révèle le mécanisme le plus profond et le plus étrange de toute l'histoire. Car la réponse est cachée dans un paradoxe. Les mains locales peuvent protéger quelque chose qui n'a pas de lieu, parce que cet état de non-lieu devient non pas la plus grande faiblesse de l'information, mais sa plus grande force. Le mécanisme de correction d'erreurs est basé sur l'hypothèse que les erreurs sont locales et indépendantes les unes des autres. Un photon frappe ici. Une vibration atteint là-bas. Chaque erreur se produit seule,
dans son propre petit coin. Mais l'information quantique protégée n'est pas locale. Elle est intriquée, dispersée, répandue sur des qubits distants. Donc, les erreurs qui sont des agresseurs locaux essaient d'attaquer quelque chose qui n'a fondamentalement pas de lieu spécifique. Vous ne pouvez pas détruire quelque chose en le frappant à un endroit spécifique, si cette chose n'est littéralement nulle part. Pour corrompre l'information répartie entre des qubits intriqués, vous devez perturber de nombreux qubits simultanément, d'une manière précisément coordonnée. Et le bruit environnemental aléatoire n'y parvient presque jamais. L'information est en sécurité car il n'y a pas de chose locale à laquelle le bruit local puisse s'accrocher. C'est pourquoi l'ajout de plus de qubits rend le système plus stable. Chaque nouveau qubit physique propage un peu plus l'information logique dans cette structure non locale, la rendant moins dépendante de tout point de vulnérabilité. Et là où dans le monde ordinaire, plus de pièces signifie plus de façons de tomber en panne. Ce monde n'est pas ordinaire. Mais, et s'il existait un moyen de rendre la formation des erreurs presque impossible dès le départ, plutôt que d'essayer de les attraper après leur formation? C'est cette idée qui est l'objectif que Microsoft poursuit depuis plus de 20 ans, considéré comme le saint graal de l'informatique quantique. Et cette approche est façonnée autour d'une particule exotique appelée mode 0 de Majorana. Ettore Majorana était un physicien italien, né en 1906, considéré comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. En 1937, il publia un article suggérant que certaines particules pourraient être leurs propres antiparticules, c'est-à-dire une entité parfaitement symétrique, égale à sa propre image, miroir, ni tout à fait particule, ni tout à fait antiparticule. Et puis, en 1938, à l'âge de 31 ans, il est monté sur un bateau et n'a plus jamais été revu. Il n'a laissé derrière lui qu'un mystère et une idée. Les modes 0 de Majorana, qui portent aujourd'hui son nom, sont le reflet moderne de cette idée, et ils ont une propriété extraordinaire pour le calcul. Ils ne peuvent pas exister seuls. Ils viennent toujours par paires, et les membres de cette paire sont maintenus séparés dans l'espace. Mais le point clé est le suivant. L'information quantique qu'il code SAT, c'est-à-dire l'état logique du qubit, n'est stockée dans aucun de ces deux modes. L'information vit dans la corrélation, la relation Yahoo entre les deux. Tout comme le secret d'un secret ne réside pas dans les mots séparés dans l'esprit de deux personnes, mais dans le sens que ces mots ne créent que lorsqu'ils sont réunis. La puissance de ce mécanisme vient précisément de là. Si l'information ne vit pas à deux endroits distincts, mais dans la relation entre ces deux endroits, alors une perturbation locale ne peut pas la détruire. Un photon qui frappe l'un des modes ne peut pas corrompre une information qui n'est pas stockée dans ce mode. Une vibration qui atteint un point ne peut pas changer un bit qui ne se trouve pas à ce point. Pour corrompre l'information, vous devez perturber les deux modes distants simultanément, d'une manière parfaitement coordonnée. Et le bruit aléatoire de l'univers ne peut pas y parvenir. Le qubit n'est pas protégé par une armure, il est protégé par son absence de lieu. Les physiciens appellent cela la protection topologique. Et cela signifie que l'information est stockée comme une propriété de l'ensemble d'un objet, pas d'un point particulier. Tout comme le trou au milieu d'un beignet n'est pas à un endroit spécifique du beignet, mais est une propriété de l'ensemble. Pour combler ce trou, il ne suffit pas de pincer un point du beignet. Vous devez déchirer l'ensemble.
les qubits topologiques stockent l'information de cette manière, comme une propriété globale inaccessible aux dommages locaux. En février 2025, Microsoft a affirmé avoir fait un pas important sur cette voie en annonçant une puce appelée Majorana 1, bien qu'il faudra encore du temps pour que cette affirmation soit vérifiée de manière indépendante. L'idée qui la sous-tend résume parfaitement le thème principal de notre histoire. L'information la mieux protégée ne vit pas en un lieu. Elle vit dans une relation. Jonction. Josephson. Correction d'erreurs quantiques. Protection topologique. Tous ces mécanismes offrent une image technique de la raison pour laquelle les ordinateurs quantiques fonctionnent. Ce sont des merveilles d'ingénierie ingénieuse qui exploitent les règles étranges de la matière à son niveau le plus fondamental et protègent cette étrangeté du bruit du monde extérieur. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est que ces mécanismes ne se contentent pas de créer un ordinateur plus rapide. Ils nous font poser des questions sur la réalité elle-même que nous n'avions jamais osé poser auparavant. Car si une machine ne peut pas contenir l'information dans l'univers, si une machine utilise des connexions qui ignorent la distance, et si une machine maintient son existence, non pas en un lieu, mais dans une relation, alors peut-être que le problème n'est pas la machine. Peut-être que le problème réside dans nos hypothèses les plus fondamentales sur le lieu et la distance. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'une préparation à une vérité encore plus grande, plus inconcevable, plus bouleversante. Car lorsque nous comprenons non seulement ce que font ces machines, mais pourquoi elles fonctionnent, nous ne commençons pas seulement à résoudre le secret d'un ordinateur, mais le secret le plus profond de l'univers lui-même. Jusqu'à présent, nous avons progressé à petits pas. Mais plus maintenant. Nous arrivons maintenant au plus haut sommet que la science a atteint au siècle dernier, au précipice le plus vertigineux. Le rythme s'accélère maintenant. Maintenant, retenez votre souffle, car les 4 découvertes épiques que vous allez voir vont changer à jamais non seulement les livres de physique, mais aussi votre perception de la réalité. Et à la fin de ce voyage, l'univers dans lequel vous pensiez vivre ne sera plus le même univers. Êtes-vous prêts? Nous atteignons maintenant le point culminant. Tout a commencé avec l'obstination d'un seul homme, Albert Einstein. Il n'a jamais pu accepter cette action fantomatique à distance de la mécanique quantique, avec son célèbre article publié en 1935. Il a soutenu que l'univers devait être local, que 2 objets distants ne pouvaient ne pas s'influencer instantanément, que les particules devaient emporter des instructions secrètes depuis le début. C'était la voie du bon sens. La dernière défense du plus grand esprit de la physique contre la folie de l'univers. Pendant près de 30 ans, ce n'est resté qu'un débat philosophique, jusqu'à ce qu'en 1964, John Stuart Bell transforme cette intuition d'Einstein en un nombre testable, une limite. Et à ce moment-là, l'un des plus grands duels scientifiques de l'histoire a commencé. Les premiers retests ont été effectués en 1972 et la mécanique quantique semblait gagner. Mais il y avait encore des lacunes pour les sceptiques. Puis, dans les années 1980, Alain Aspect a comblé les plus importantes de ces lacunes. Et le résultat était toujours le même. Einstein avait tort. Mais le coup de grâce, le plus épique, a été porté en 2015 à l'université de Delft aux Pays-Bas.
Là, une expérience a été réalisée qui a comblé toutes les lacunes restantes en même temps. Des électrons intriqués séparés par plus d'1 kilomètre ont été utilisés. Les mesures ont été effectuées si rapidement qu'il était impossible même pour un signal se déplaçant à la vitesse de la lumière d'aller et venir entre les deux détecteurs. Il ne restait plus aucun endroit où se cacher pour une histoire locale secrète. Et le résultat est tombé comme l'un des verdicts les plus définitifs de l'histoire. La limite de Bell était pulvérisée. Ce n'était pas un record, c'était la mort d'un paradigme. Le monde scientifique était arrivé à la fin d'un débat de près d'1 siècle. En 2022, cette série de travaux a été couronnée par le prix Nobel de physique. Et ce jour-là, ce que l'univers nous disait était sans équivoque. Ce lien fantomatique était réel. L'univers n'était pas local, et Einstein avait subi la plus grande des rares défaites de sa vie. Mais ce n'était que le début, car c'est une chose qu'un phénomène fonctionne, en laboratoire, dans un couloir d'1 kilomètre. Et c'en est une autre de le sortir dans le monde réel, chelou, chaotique et bruyant. Et c'est précisément à ce stade qu'est intervenue l'une des expériences les plus audacieuses de l'histoire. En 2017, l'Académie chinoise des sciences a placé un satellite nommé Missus en orbite à 500 km d'altitude. C'était le premier satellite de communication quantique de l'histoire. Et sa mission était de tenter quelque chose qui n'avait jamais été tenté auparavant, propager l'intrication quantique sur des distances intercontinentales. Le satellite a créé des paires de photons intriqués, et de chaque paire, il a envoyé un photon à une station au sol, et l'autre à une deuxième station dans un endroit complètement différent. La distance entre ces deux stations était d'exactement 1200 km. C'est la distance de Londres aux profondeurs des Alpes. Et ces photons uniques devaient traverser toutes les couches turbulentes et imprévisibles de l'atmosphère. C'était comme lancer 2 pièces de monnaie distinctes depuis un avion volant dans une mer déchaînée vers 2 personnes, au sommet de 2 montagnes, différentes, à 1000 km de là, et s'attendre à ce que les deux atteignent leur cible. Mais l'impossible s'est produit. Les photons ont atteint leur cible. Mais le vrai miracle, c'est que l'intrication a également survécu à ce voyage. La corrélation entre les mesures des 2 stations a dépassé la limite de Bell de 11 écarts-type. C'est un nombre qui signifie certitude en statistique. Il n'y avait aucun doute. Ce lien ne s'était pas affaibli sur des milliers de kilomètres de ciel ouvert et d'atmosphère. C'était comme si la distance intermédiaire n'avait jamais existé. L'année suivante, le même satellite a établi la première connexion quantique sécurisée intercontinentale de l'histoire entre Pékin et Vienne, sur une distance de plus de 7000 km. Comment cela était-il possible? Comment une connexion pouvait-elle ne pas être affectée par le vide immense qui la séparait? Le monde scientifique apprenait que l'intrication n'était pas seulement réelle, mais aussi incroyablement robuste. Et c'est précisément à ce stade que l'idée de l'espace intermédiaire a commencé à être remise en question. Et si cet espace n'était pas vide comme nous le pensions? Et si cette connexion ne traversait pas l'espace, parce que l'espace lui-même était fait de cette connexion? C'est cette question qui a conduit à l'une des théories les plus inconcevables de l'histoire, proposée en 2013 par 2 des plus grands physiciens vivants, Johann Maldacena et Leonard Susskind. Le nom de la théorie ressemblait à une équation. ER égale EPR. Quand vous apprendrez ce que signifient ces lettres barres verticales, vous atteindrez le sommet de la science.
ER fait référence à l'article d'Einstein et Rosen de 1935 qui décrivait un pont reliant deux régions éloignées de l'espace, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de trou de verre. EPR, quant à lui, fait référence à l'article également d'Einstein et ses collègues, également de 1935, sur la fameuse intrication et l'action fantomatique à distance. Deux articles, la même année, l'un sur les ponts dans l'espace, l'autre sur le lien fantomatique entre les particules. Et Maldacena et Susskind ont affirmé que ces deux idées n'étaient pas seulement similaires, elles étaient la même chose. Leur affirmation était la suivante. Toutes les deux particules intriquées sont connectées par un petit trou de verre microscopique. Ce n'était pas une métaphore. C'était une description réelle de la géométrie de l'espace-temps. L'intrication n'était pas une corrélation mystérieuse étendue sur un espace vide. C'était un fil d'espace-temps reliant directement les deux particules, passant sous la distance apparente entre elles. La raison pour laquelle les deux photons du satellite Missus ont ignoré 1200 km est qu'au niveau le plus profond, il n'était en fait. Voici le troisième contraste, et peut-être le plus vertigineux. D'un côté, il y a le processus humain d'accès et de vérification de la connaissance. Depuis des milliers d'années, la science est basée sur la contrôlabilité et la reproductibilité. Lorsque vous faites une affirmation, vous devez la prouver. D'autres doivent pouvoir reproduire votre expérience, vérifier vos calculs. C'est ce qui sépare la connaissance de la croyance. C'est le pilier fondamental de notre civilisation. Mais, de l'autre côté, il y a un avenir tragique créé par ces machines quantiques. Elles ouvrent la porte à un avenir où nous ne pourrons pas vérifier leurs réponses. Comme l'ont prouvé les chercheurs de Caltech, à mesure que ces machines grandiront, nous perdrons notre capacité à contrôler les réponses qu'elles donnent. Elles se transformeront en oracles et nous serons obligés de nous fier à leurs paroles. Nous produirons nos médicaments selon leur conception. Nous développerons nos matériaux selon leur simulation. Mais nous ne pourrons pas superviser leur travail. C'est notre tragédie. Nous sommes confrontés au risque de ramener la connaissance au niveau de la croyance. Nous pourrions être à la merci de nos outils les plus puissants sans comprendre pleinement leur fonctionnement. Cela peut sembler la fin des Lumières. Mais voici le mais. Dans cette tragédie se cache aussi la naissance d'un nouveau type de confiance. Peut-être que ces machines nous enseignent que non seulement l'univers, mais aussi la nature même de la connaissance est différente de ce que nous pensions. Peut-être que le contrôle et la supervision absolue ne sont qu'une illusion. Et peut-être que le vrai progrès commence lorsque nous pouvons montrer le courage de faire confiance à l'inconnu. Nous ne croirons pas aveuglément en ces machines. Nous ferons confiance à la physique sur laquelle elles sont basées, aux dizaines de milliers d'expériences qui ont testé cette physique, aux centaines d'années d'intelligence humaine collective qui ont construit cette théorie. C'est un nouveau type de relation scientifique, une relation où nous ne vérifions pas la réponse, mais le processus. Vous aussi, vous faites partie de ce contraste. Chaque jour, vous faites confiance à des technologies que vous ne comprenez pas entièrement. Vous montez dans votre voiture sans savoir comment fonctionne le moteur. Vous utilisez Internet sans savoir comment il fonctionne. Nos vies sont déjà basées sur une sorte de confiance. Et peut-être que ces machines sont une invitation à porter cette confiance au niveau supérieur. Une puissance qui ne tient pas dans l'univers, mais qui est détruite par un photon. Un univers où tout est interconnecté, mais où nous nous sentons seuls. Et une information
dont nous ne pourrons pas vérifier l'exactitude, mais à laquelle nous devrons faire confiance. Ces contrastes sont les pierres angulaires de cette nouvelle réalité. Mais il y a plus, car ce voyage philosophique nous amène à une question ultime. Et cette question ultime est peut-être la plus personnelle de tout ce voyage. Que signifie être humain dans cette nouvelle réalité? Si le monde n'est pas ce que nous pensions, alors qui sommes-nous? Ces machines recadrent non seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Elles prennent les dilemmes les plus fondamentaux, les paradoxes les plus profonds de l'expérience humaine et les transportent sur une scène cosmique. Et sur cette scène, nous voyons simultanément à quel point nous sommes petits et à quel point nous sommes incroyablement importants. Nous descendons maintenant dans cette dernière couche philosophique. Nous nous regardons maintenant dans le miroir de ce nouvel univers. Le quatrième et plus profond contraste qui se présente à nous est la guerre éternelle entre l'ordre et le chaos. D'un côté, il y a cet ordre incroyable, créé par l'esprit humain. Pensez à cette ingénierie parfaite à l'intérieur de ce réfrigérateur à dilution. Les couches plaquées, or, les chambres isolées sous vide. Les étapes chacune plus froides que la précédente. Ce système impeccable mis en place pour atteindre cette température de 20 millikelvins tout en bas. C'est le dernier exemple du désir de l'humanité de domestiquer le chaos, de créer une oasis d'ordre contre la tendance naturelle de l'univers au désordre. Des centaines de scientifiques et d'ingénieurs ont travaillé pendant des décennies pour construire l'un des endroits les plus froids, les plus silencieux, les plus ordonnés de l'univers. Car c'est seulement dans cet ordre parfait que ce calcul quantique délicat pouvait survivre. Mais, de l'autre côté, il y a ce chaos tragique inhérent à la nature même de ce que cet ordre tente de protéger. La mécanique quantique elle-même est basée sur des probabilités et des incertitudes. L'état d'un qubit n'est pas défini avec certitude jusqu'à ce que nous le mesurions. La superposition est la fin du déterminisme. Le niveau le plus fondamental de l'univers est gouverné non pas par des règles strictes et précises, mais par la danse constante des ondes de probabilité. C'est notre tragédie. Pour atteindre les secrets les plus profonds de l'univers, nous devons construire l'une des structures les plus ordonnées de l'histoire. Mais nous le faisons seulement pour emprisonner un instant quelque chose qui est par nature chaotique et imprévisible. Avec notre ordre, nous essayons de capturer le chaos fondamental de l'univers. C'est comme essayer de garder une tornade dans un bocal en verre. Mais, voici le mais. Dans cette tragédie se cache la définition même de la créativité. Car cette tension entre l'ordre et le chaos est le lieu de naissance de tout ce qui est nouveau. Cet ordinateur quantique n'est ni complètement ordonné, ni complètement chaotique. Il vit à l'intersection des deux, sur cette frontière délicate. Et sur cette frontière, des réponses qui n'existaient pas auparavant sont trouvées. Des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus sont résolus. Peut-être que le sens n'est ni dans l'ordre absolu, ni dans le chaos absolu. Peut-être que le sens réside dans le pont fragile que nous construisons entre les deux. Vous aussi, vous faites partie de ce contraste. Vous essayez de créer de l'ordre dans votre vie. Vous faites des plans. Vous établissez des routines. Mais, en même temps, vous savez que la vie est par nature imprévisible et chaotique. Et vous savez aussi que les plus grandes percées, les moments les plus créatifs, surviennent souvent lorsque ces plans sont perturbés, lorsque ces moments de chaos inattendus apparaissent. Vous aussi,
comme cette machine. Vous marchez sur cette ligne fine entre l'ordre et le chaos. Et peut-être que la beauté d'être humain, c'est précisément cela. Et cela nous amène à un dernier contraste, peut-être le plus porteur d'espoir de tous. D'un côté, il y a la brièveté tragique d'un seul humain ou d'une seule génération. Pensez au pionnier de cette révolution quantique, Hugh Everett, qui a été presque complètement ignoré lorsqu'il a présenté l'idée des mondes multiples en 1957. S'est éloigné du monde universitaire et est mort jeune. Ettore Majorana, qui a disparu en 1938 en ne laissant derrière lui qu'un mystère et a dû attendre près d'un siècle pour que le plein potentiel de ses idées soit compris. Ils n'ont pas vu les fruits des graines qu'ils ont semées. Leur vie, à côté de la grandeur de leurs idées, était comme un bref instant. C'est notre tragédie commune. Nous sommes tous juste une petite partie d'une histoire beaucoup plus grande et beaucoup plus longue que nous. Nous ne pourrons peut-être pas finir le travail que nous avons commencé. Nous ne connaîtrons peut-être jamais les réponses aux questions que nous avons posées. Dans l'océan infini du temps, nous ne sommes qu'une brève vague. Mais voici le mais ultime. Dans cette tragédie se cache la plus grande force de l'humanité. C'est que la connaissance peut être transmise à travers les générations, qu'un autre esprit peut reprendre le travail qu'un esprit n'a pas pu terminer. L'idée d'Everett n'est pas morte. David Deutsch l'a reprise et l'a placée au cœur du calcul quantique. L'idée de Majorana ne s'est pas perdue. Des décennies plus tard, des ingénieurs l'ont reprise pour concevoir l'un des qubits les plus révolutionnaires de l'histoire. Une seule vie est courte, mais la vie des idées est potentiellement infinie. Nous ne vivons pas seulement nos propres vies, nous sommes les maillons d'une chaîne qui répond aux questions posées par ceux qui nous ont précédés et qui posent les questions auxquelles répondront ceux qui nous suivront. Et cette chaîne nous sauve de la brièveté tragique de notre existence individuelle. Vous aussi, vous faites partie de ce contraste. Peut-être que vous ne ferez pas une grande découverte. Peut-être que votre nom ne figurera pas dans les livres d'histoire. Mais tout ce que vous apprenez, tout ce que vous enseignez, chaque question que vous posez, est un maillon ajouté à cette grande chaîne. Vous n'êtes pas seulement le héros de votre propre vie, vous faites partie de cette longue et interminable quête de sens de l'humanité. Et c'est quelque chose de bien plus grand qu'une seule vie. Tous ces contrastes, l'ordre et le chaos, l'individu et l'humanité, nous amènent à la même conclusion. Ces machines quantiques ne nous montrent pas seulement à quel point l'univers est étrange. Elles nous montrent que nous avons une place dans cette étrangeté, que nous faisons même partie de cette étrangeté. Elles nous rappellent que nos plus grandes limitations peuvent aussi être la source de nos plus grandes forces. Nous savons maintenant que le monde n'est pas ce que nous pensions. Nous savons maintenant que la séparation est une illusion et que la connexion est fondamentale. Et nous savons maintenant que dans cette nouvelle image de l'univers, nous avons aussi un rôle à jouer. Mais il y a encore une question. Après tout ce voyage philosophique, lorsque nous rassemblons tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, quel avenir se dresse devant nous? Où cette nouvelle connaissance nous mènera-t-elle? Et cette nouvelle connaissance nous amène à une question inévitable. Que faisons-nous de cette réalité? Est-il suffisant de la connaître, de l'admirer? Ou cette nouvelle compréhension exige-t-elle quelque chose de nous? Ce n'est plus seulement une question sur ce qu'est l'univers. C'est une question sur la façon dont nous allons vivre dans cet univers.
Nous descendons maintenant dans la dernière couche de ce voyage philosophique, car cette révolution quantique porte en elle le potentiel de changer non seulement nos esprits, mais peut-être aussi nos cœurs et nos actions. Il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Comment cette connaissance peut-elle transformer nos vies? Voici le premier dilemme, le plus pratique. Cet immense fossé entre la connaissance et l'action. D'un côté, nous avons pour la première fois de notre histoire une compréhension incroyable du fonctionnement du niveau le plus fondamental de l'univers. Nous avons prouvé que l'intrication, la superposition, la non-localité sont réelles. Nous avons des théories solides qui montrent que l'espace pourrait ne pas être fondamental, que tout pourrait être basé sur l'information. C'est le triomphe de l'esprit humain. Grâce à des expériences coûtant des centaines de milliards de dollars, au travail auquel des milliers de scientifiques ont consacré leur vie, nous avons réussi à regarder sous la surface de la réalité. Mais, de l'autre côté, il y a l'inefficacité tragique de cette connaissance sur notre vie quotidienne. Demain matin, en vous réveillant, savoir que l'intrication est réelle ne réduira pas le stress que vous ressentez en allant au travail. L'existence de la superposition ne rendra pas plus supportable la distance qui vous sépare de vos proches. Savoir que vous êtes un avec l'univers au niveau le plus profond ne fera pas disparaître magiquement votre sentiment de solitude. C'est notre tragédie. Nous avons peut-être résolu l'un des plus grands secrets de l'univers, mais ce secret ne semble pas soulager les douleurs et les difficultés les plus fondamentales de l'être humain. Notre esprit atteint le cosmos, mais notre cœur se débat toujours avec ses petits problèmes terrestres et limités. Mais, voici le mais. Peut-être que la puissance de cette connaissance ne réside pas dans sa capacité à résoudre nos problèmes instantanément, mais dans son potentiel à changer notre perspective sur eux. Peut-être que cette connaissance que la séparation est une illusion nous donne une raison de ressentir plus de compassion lorsque nous voyons la douleur de quelqu'un d'autre. Peut-être que cette histoire de la machine qui se renforce en grandissant nous rappelle que la complexité et les difficultés de notre propre vie pourraient en fait être une source de force, pas une faiblesse. Cette connaissance n'est pas une baguette magique. Mais elle peut être une boussole qui peut nous indiquer la direction d'une vie plus connectée, plus résiliente et plus significative. Vous aussi, vous faites partie de ce dilemme. Chaque jour, vous vivez dans ce fossé entre ce que vous savez et ce que vous ressentez. Mais, en même temps, vous avez le pouvoir de transformer cette connaissance en action, de traduire cette vérité abstraite en une gentillesse concrète, une compréhension, un courage. Peut-être que le plus grand cadeau de cette nouvelle physique est de nous montrer non seulement comment l'univers fonctionne, mais aussi comment nous pouvons mieux fonctionner. Cela nous amène à un deuxième dilemme, plus profond. Cet équilibre délicat entre la curiosité et l'absence de réponse. D'un côté, il y a ce sentiment de curiosité insatiable qui pousse l'espèce humaine à aller de l'avant. Pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la nature la plus fondamentale de la réalité? Ces questions ont été la source d'inspiration de philosophes, d'artistes et de scientifiques depuis des milliers d'années. Et cette révolution quantique est le produit le plus récent et le plus excitant de cette curiosité. La raison pour laquelle nous avons construit cette machine était plus que le désir de fabriquer un ordinateur plus rapide. C'était le désir de repousser les limites de l'univers, de redéfinir ce qui est possible. Mais, de l'autre côté, il y a l'incertitude tragique de l'endroit
où cette curiosité nous a menés. Chaque réponse semble ne faire que soulever plus de questions. La mécanique quantique elle-même ne nous donne pas de réponse définitive à la question « pourquoi ?». Elle ne nous dit que « comment ?» elle fonctionne. La théorie des mondes multiples est-elle correcte? Ou y a-t-il une autre explication? L'espace est-il vraiment tissé d'intrications? L'information est-elle le fondement de tout? Nous ne connaîtrons peut-être jamais les réponses à ces questions. La science nous a peut-être amenés, non pas à un sommet où nous pouvons trouver la réponse à tout, mais seulement au bord d'un océan d'inconnu encore plus vaste. C'est notre tragédie. Nous sommes des êtres qui brûlent du désir de comprendre, mais qui n'atteindront peut-être jamais la certitude absolue. Aux frontières de la connaissance, nous pourrions être condamnés à rester toujours derrière un rideau de brouillard. Mais, voici le mais. Peut-être que le but de ce voyage n'est pas d'atteindre une destination. Peut-être que le but est le voyage lui-même. Peut-être que le sens ne réside pas dans la découverte de toutes les réponses, mais dans le courage de continuer à poser les bonnes questions. Ces machines quantiques ne nous donnent peut-être pas de réponse définitive, mais elles nous posent des questions plus grandes, plus profondes et plus belles que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et la beauté d'une question peut parfois être plus précieuse que sa réponse. Vous aussi, vous faites partie de ce dilemme. Vous cherchez des réponses définitives dans votre vie. Mais, en même temps, vous savez que la plus grande croissance, l'apprentissage le plus profond, survient souvent dans ces moments d'incertitude, dans ces moments où vous montrez le courage de dire « je ne sais pas ». Peut-être que l'univers ne nous offre pas une énigme à résoudre. Peut-être qu'il nous offre un mystère dans lequel nous perdre, un poème à admirer. Et enfin, toute cette connaissance nous amène au dilemme le plus fondamental, le choix entre la surface et la profondeur. D'un côté, il y a ce monde simple, compréhensible, local, que nos sens nous présentent. Le monde où les objets sont séparés, où les distances sont réelles, où la cause et l'effet sont clairs. C'est une interface que l'évolution nous a donnée pour survivre. Et cette interface fonctionne. Elle nous permet d'échapper aux prédateurs, Nachats, de trouver de la nourriture, Nachats, de construire une société. C'est un monde confortable et familier. Mais, de l'autre côté, il y a cette vérité tragique que cette science nous montre. Ce monde confortable est une illusion. Ce n'est qu'une surface, juste une peau lisse que la réalité nous montre. Et sous cette peau, il y a ce monde quantique étrange et inconcevable où tout est interconnecté, où la distance perd son sens, où les probabilités règnent. C'est notre tragédie. Nous vivons peut-être nos vies à l'intérieur d'une simulation qui n'est qu'une version simplifiée de la réalité. La réalité la plus fondamentale pourrait être, à jamais, hors de portée de nos sens. Mais, voici le dernier « mais ». Dans cette tragédie se cache la plus grande liberté. Car, si le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une surface, cela signifie que nous avons le choix de regarder au-delà de cette surface. Ces machines quantiques sont les premiers outils qui nous offrent ce choix. Elles sont une fenêtre qui nous permet de regarder un instant sous cette peau, de ressentir cette connexion plus profonde. Cela peut nous effrayer, ou cela peut nous libérer. Cela nous rappelle que l'univers n'est pas seulement un endroit où nous vivons, mais aussi un mystère qui attend d'être exploré. Vous aussi, vous faites partie de ce dilemme. Chaque jour, vous êtes confronté au choix de vivre en surface ou de descendre plus profondément.
vous faites un choix entre le confort des routines et des habitudes, et l'incertitude d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller dans un nouvel endroit, de rencontrer une nouvelle personne. Et peut-être que le plus grand appel de cette révolution quantique est celui-ci. Ne restez pas en surface. Allez plus profondément, car la plus grande aventure, Sithaus, le plus grand sens, vous attend là-bas, dans ces profondeurs mystérieuses. Connaissance et action, curiosité et absence de réponse, surface et profondeur. Ces dilemmes sont la nouvelle carte que cette nouvelle réalité nous offre. Mais cette carte ne nous dit pas où aller. Elle ne nous montre que les chemins possibles. Et cette carte nous amène à une dernière couche philosophique, à l'arrêt peut-être le plus troublant et en même temps le plus porteur d'espoir de tout ce voyage, la relation entre le futur et le passé. Cette nouvelle connaissance ne remodèle pas seulement notre présent, mais aussi d'où nous venons et où nous allons. Car ces machines quantiques ne sont pas seulement une technologie, elles sont aussi une machine à remonter le temps. Elles nous montrent à la fois le long chemin que l'humanité a parcouru et nous murmurent à quel point l'avenir qui nous attend peut être inconcevable. Il est maintenant temps, avec ces dernières pensées, de rassembler tout ce voyage et de se préparer à la conclusion. Voici le premier dilemme qui se présente à nous. Ce cycle étrange et historique entre la compréhension et la construction. D'un côté, il y a l'histoire de l'humanité sur des dizaines de milliers d'années. Nous avons utilisé le feu pendant 300 000 ans sans comprendre sa chimie. Nous avons construit des ponts et des cathédrales des milliers d'années avant d'écrire les mathématiques qui les soutenaient. Nous avons utilisé l'anesthésie pour endormir doucement les gens, bien avant de comprendre comment elle réduisait le cerveau au silence. Notre histoire est remplie d'exemples où la compréhension a toujours suivi la capacité pratique emboîtant. Nous fabriquons d'abord l'outil, puis nous comprenons pourquoi il fonctionne. Mais, de l'autre côté, il y a un sommet tragique représenté par ces ordinateurs quantiques. C'est peut-être l'exemple le plus extrême, le plus vertigineux de ce cycle. Nous avons construit des machines qui fonctionnent. Mais, pourquoi elles fonctionnent ? Au niveau le plus profond. Nous ne le savons toujours pas entièrement. Nous ne savons pas où se trouve le calcul. Nous ne savons pas quelle couche de réalité abrite l'information. Nous ne sommes pas sûrs si les mondes multiples sont réels, si l'espace est tissé d'intrications, ou si le fondement de tout est l'information. C'est notre tragédie. Nous avons construit notre outil le plus puissant sans en connaître l'image complète, l'histoire unique sur laquelle tous les physiciens s'accordent. C'est comme marcher dans une sorte d'obscurité intellectuelle. Mais, voici le mais. Dans cette tragédie se cache la forme la plus pure et la plus belle de la curiosité humaine. Car cet état de ne pas savoir n'est pas une fin, mais un début. Il nous rappelle qu'il y a encore des mondes à découvrir, des questions à poser, des réponses à trouver. Nous ne vivons pas dans un univers ennuyeux où la science est terminée, où tout est compris. Au contraire, nous vivons peut-être au moment le plus excitant de l'histoire. Un moment où la question la plus fondamentale est toujours sur la table et ces machines quantiques sont les outils qui nous permettent de poser cette question. Vous aussi, vous faites partie de ce cycle. Dans votre vie, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas entièrement, mais que vous savez qui fonctionnent. Comme l'intuition, comme l'amour. Et peut-être que la sagesse la plus profonde réside dans l'acceptation que nous n'avons pas à tout comprendre. Peut-être que la sagesse consiste à respecter ce mystère et à apprendre à vivre avec lui,
Et cela nous amène à ce dernier dilemme moderne, entre la sécurité et la fragilité. D'un côté, il y a ces murs de sécurité fragiles sur lesquels repose notre civilisation numérique. Presque tous vos messages privés, toutes vos transactions bancaires, toutes vos communications sensibles reposent sur un type de mathématiques qu'il est très difficile pour les ordinateurs ordinaires de briser. C'est notre forteresse numérique. Des milliards de personnes vivent chaque jour en se fiant à ces murs invisibles. Mais, de l'autre côté, il y a cette menace tragique qui a le potentiel de raser cette forteresse. En 1994, le fameux algorithme de Peter Shor a montré qu'un ordinateur quantique suffisamment grand pourrait facilement briser ces mathématiques. Il a prouvé qu'il pourrait terminer en quelques heures un travail qui prendrait l'âge de l'univers. Une machine aussi grande n'existe pas encore. Peut-être dans 10 ans. Peut-être plus. Mais la menace est si réelle que les gouvernements et les banques du monde entier développent et mettent déjà en œuvre de nouvelles normes de cryptage résistantes aux attaques quantiques. Car il existe une stratégie effrayante appelée « récolter, maintenant, déchiffrer plus tard ». Les ennemis peuvent enregistrer le trafic crypté aujourd'hui, le stocker, Jahari, et attendre le jour où une machine quantique suffisamment puissante apparaîtra pour tout révéler. C'est notre tragédie. Notre plus grande force pourrait aussi être notre plus grand talon d'Achille. Mais, voici le dernier « mais ». Dans cette tragédie se cache aussi le plus bel exemple de la capacité de l'humanité à s'adapter et à surmonter les difficultés. Nous avons vu la menace et nous avons commencé à construire une défense contre elle. Nous essayons de surmonter le problème que la mécanique quantique nous a présenté avec des solutions basées à nouveau sur les principes de la mécanique quantique. Cela peut ressembler à une course aux armements. Mais c'est aussi un processus d'apprentissage. L'univers nous a présenté un nouveau jeu de règles et nous apprenons à jouer avec ces règles. Vous aussi, vous faites partie de ce dilemme. Chaque jour, vous essayez de trouver un équilibre entre la sécurité et la fragilité de votre vie. Et dans ce processus, vous apprenez à être plus fort, plus résilient, tout comme l'humanité. Ce cycle étrange de construction sans compréhension et cette plus grande fragilité créée par notre plus grande force. Ces derniers dilemmes nous amènent à la fin de ce long voyage philosophique. Nous savons maintenant que le monde n'est pas ce que nous pensions. Nous savons maintenant que la séparation est une surface, Tekhat, et la connexion est fondamentale. Nous savons maintenant que notre place dans cette nouvelle réalité est à la fois tragiquement petite et incroyablement significative. Et nous savons maintenant que cette nouvelle connaissance a le potentiel de nous rendre non seulement plus savants, mais aussi plus sages. Ce voyage a commencé dans un laboratoire froid en Californie. Mais il nous a conduits aux secrets les plus profonds de l'univers et aux questions les plus fondamentales de notre propre existence. Toutes les pièces sont maintenant sur la table. Il est maintenant temps de rassembler ces pièces et de résumer une dernière fois à quoi ressemble ce nouveau monde et ce que signifie vivre dans ce monde. Et cette carte, ces chemins, nous amènent à une vérité ultime. Cette nouvelle connaissance ne nous donne pas seulement une réponse, mais un choix. Ce voyage a commencé dans le silence d'un lustre froid et doré en Californie. Il nous a emmenés dans le monde vertigineux d'une arithmétique qui ne tient pas dans l'univers lui-même. Puis, il nous a transportés vers le ciel, vers la preuve de 2 particules de lumière séparées par 1200 km, mais en réalité, jamais séparées. Et finalement,
il nous a amenés à ce moment où nous sommes confrontés aux questions philosophiques les plus profondes de notre propre existence. Nous savons maintenant que la séparation n'est pas fondamentale. Le monde que nous voyons n'est qu'une surface. Et ces machines quantiques sont les premiers outils qui nous donnent la possibilité de regarder sous cette surface. Elles ont prouvé, au niveau le plus fondamental, que le monde n'est pas construit comme nos yeux nous le disent avec insistance. Vous aussi, vous vivez sur cette surface. La distance entre vous et vos proches vous semble réelle. Le sentiment de solitude semble aussi concret que des murs. Mais maintenant, vous savez que sous cette surface, cette distance pourrait être une illusion. Cette solitude pourrait ne pas être la réalité la plus profonde. Si ce voyage a également repoussé les limites de votre perception de la réalité, et si vous avez goûté un instant à ce profond sentiment de connexion, nous vous sommes reconnaissants d'avoir participé à ce voyage. S'il vous plaît, partagez vos pensées avec nous. Mais d'où toute cette connexion, toute cette intrication a-t-elle commencé? Si notre univers est un tissu tissé de cette manière depuis le tout début, alors où et quand le premier fil de cette étoffe a-t-il été jeté? Au cours de ce voyage, nous avons vu que les plus petites particules de l'univers ignorent la distance et que la réalité est un réseau de connexion. Mais je ne vous ai pas dit une chose. Ce réseau de connexion ne s'est pas formé après le Big Bang. Il était le Big Bang lui-même. Cet instant où le temps n'avait pas commencé. Ce point où l'espace n'existait pas. Alors qu'y avait-il là? Lors de notre prochain voyage, nous irons au point zéro du temps avant le Big Bang. Êtes-vous prêts